Bienvenue, si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la télé du 21e siècle, bienvenue dans cette émission Star. Comme vous le savez, ici, tous les jours, notre mission, c'est de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci pour vous permettre de prendre position sur ces sujets de l'actualité guinéenne en toute responsabilité. Aujourd'hui, nous parlons de la responsabilité et du rôle des acteurs de la société civile, notamment pour l'ancrage notamment du respect des droits de l'homme en Guinée. À travers cette actualité également qui prévaut en Guinée, il faut dire que si le collectif des avocats guinéens de la défense de Ousmane Gawal Diallo, Shérif Abdoulaye Ba, Etienne Soropogui et si ont décidé de suspendre leur participation à la procédure pour, dit-il, n'est pas cautionné une parodie de justice. Le pool d'avocats français des mêmes opposants politiques opposés au troisième mandat a mis la balle très haut en portant une plainte contre l'État guinéen devant la Cour de justice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, pour violation des procès équitables et notamment d'un traitement désagréable vis-à-vis notamment de ces citoyens. Et nous, dans cette émission, on pose la question, quelle est l'analyse qu'il faut faire de l'évolution de la question notamment du respect des droits de l'homme en Guinée? Quel rôle faut-il s'attendre aux acteurs de la société civile guinéenne? Quelle solution pour que la société guinéenne puisse renaître de ses cendres, s'il y en a bien? Toutes ces questions seront abordées dans cette émission, mais ça sera juste après ça. Merci pour votre considération et préférence à cette télé, la télé du 21e siècle. Et bienvenue également dans cet autre numéro de l'émission Starcom. Aujourd'hui, comme invité sur ce plateau, on reçoit Monsieur Mamadi Kaba, président de la Ligue pour le droit et la démocratie en Afrique. Il est accompagné sur ce plateau par Mamadou Kali Diallo, membre de l'ONG Baïonnette Intelligente. Avec eux, nous tenterons de répondre à toutes ces questions posées en introduction de cette émission. Mais avant, je vais dire bonjour à mes invités qui sont avec moi sur ce plateau. Je commence par, bien évidemment, mon main droite, M. Kaba. Tout le plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Ouais. Et merci de cette opportunité. Monsieur Kali Diallo, merci également d'être avec nous sur ce plateau. Bienvenue également dans cette émission Starcom. Ce n'est qu'un devoir. Merci de m'avoir invité et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Bien, on va commencer cette émission notamment par cette rétrospective qu'il faut se faire. Il faut rappeler quand même que la Guinée avait donné le signal fort à toute l'Afrique en ce qui concerne la responsabilité de la société civile. Mais on a vu, 10 ans après, notamment l'accession de professeur Alpha Condé, la question du rôle qu'a joué la société civile reste posée. Alors, M. Kaba, qu'est-ce que pourrait expliquer cet état de fait qui donne l'impression comme si la Guinée tourne en rond? Et pourtant, on était sur une pente rassurante au sortir notamment de tout ce qu'on a connu comme violence et massacre du 28 septembre, grâce notamment au combat mené par les acteurs de la société civile. On espérait, et notamment, l'ancrage d'un état de droit en Guinée. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est que partie remise. La Guinée est toujours à la queue du peloton. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce virement de citation? Bon, merci de m'avoir posé cette question. Je pense que tout le monde pense la même chose que vous. C'était un grand espoir qui avait été suscité par la fin de la transition en 2010. Mais je pense que le mal était plus profond que ce que nous avions imaginé. Et il y a des efforts qui ont été faits. On a obtenu, par exemple, qu'il y ait certaines nouvelles institutions dans la Constitution. Nous avons obtenu des verrouillages du système démocratique, du système électoral dans la Constitution, c'est-à-dire que personne ne pouvait aller au-delà de... Le changement de la Constitution également. Exactement. Et donc, il y a eu beaucoup de choses positives qui ont été obtenues pendant la transition, mais je pense que, encore une fois, l'histoire nous a donné raison. Je faisais partie de ceux qui ont insisté pour que, par exemple, les institutions qui avaient la charge des réformes, de consolider la démocratie et l'état de droit, que ces institutions soient mises en place avant l'élection présidentielle. Malheureusement. Et nous avons aussi dit qu'il fallait avoir
les élections législatives avant les présidentielles. Mais bon, les hommes politiques étaient pressés et à l'unanimité, ils ont souhaité avoir tout de suite les élections présidentielles Avant les législatives. Avant les législatives et attendre que les élections présidentielles passent pour la mise en place des institutions. C'est ce qui pourrait, selon vous, justifier ce recul? Non, ça fait partie. Mais le mal, je vous ai dit, le mal, il était plus profond que ce qu'on apercevait. Mais... Alors, je vais revenir tout à l'heure. Monsieur Kali, il faut dire quand même que ça a coûté beaucoup de sang parce que les massacres du 28 septembre, les mouvements de 2006 et 2007, le Guinée espérait quand même une Guinée nouvelle à travers notamment l'ancrage d'un état de droit. Mais les années passées, on se rend compte que presque on a reculé. Et de votre regard, est-ce que c'était prévisible tout cela? Prévisible, je dis non. Je dis au sortir de la transition de 2010, il y avait un grand espoir d'aller vers plus de démocratie en République de Guinée. Le docteur vient de le dire. Il y avait au sortir de la transition une constitution qui allait en son article 154, vous vous en souvenez, verrouiller même compte tenu du passé douloureux des précédents régimes. Le premier régime avec toute la durée, toutes les conséquences y afférentes, avec les violations massives des droits de l'homme. Et puis, deuxième régime avec toute présidence à vie. Donc, on espérait avoir tiré les leçons et que la nouvelle constitution du 10 mai 2010 prenait cela en compte. Qu'il y avait un verrouillage du nombre la limitation du nombre de mandats en République de Guinée. Et puis, comme il l'a dit, il y avait de nouvelles institutions quand même. Parce qu'il ne faut pas occulter qu'il y a eu quand même des volontés politiques réelles, ne serait-ce que de façon théorique. Disons, la mise en place d'une institution nationale indépendante des droits de l'homme, ça répondait un peu à certains engagements pris lors des principes de Paris. La création de départements comme notamment le département des droits de l'homme. Oui, le ministère des droits de l'homme, de l'unité nationale, et surtout la mise en place d'un conseil supérieur de la magistrature suprême, en principe qui a les prérogatives de sanctionner tout magistrat indélicat dans ses prises des actes. Même s'il y a beaucoup de choses sur le plan institutionnel à améliorer, parce que vous en souvenez, la mise en place de l'institution nationale indépendante des droits de l'homme, ou alors les moyens, parce qu'il ne suffit pas de mettre une institution en place seulement, il faut accompagner, l'institution, il faut doter les moyens qu'il faut. C'était un bon début. Je me souviens bien que le docteur qui est là, à un moment donné, quand il y a eu des violations des droits de l'homme lors des manifestations sociopolitiques, il avait demandé... Parlant d'institutions nationales, notamment des droits de l'homme, vous avez été le premier président de l'institution. Alors, de votre gestion, qu'est-ce qui a fait que l'UNIDH n'a pas pu pleinement jouer son rôle? Parce qu'on sait que, notamment, vous avez pris fonction à des moments où la Guinée faisait face à des séries de manifestations politiques. On a enregistré des cas de mort, des violations. Et tout le monde espérait que quand même cette institution puisse jouer son rôle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui vous a fait qu'aujourd'hui, à votre temps par exemple, parce que quand même vous avez eu l'honneur d'être le premier président de cette institution, qu'est-ce qui a bloqué votre processus? Bon, premièrement, il y avait l'insuffisance des moyens. M. Kali vient de vous le dire. Et ensuite, il y avait une question de ressources humaines, n'est-ce pas? Il y avait... C'est-à-dire, ressources humaines, vous n'avez pas d'employés? Il y avait... Non, c'est-à-dire que la majeure partie des membres n'étaient pas à l'origine des activistes et n'avaient pas pleinement connaissance de ce que nous avions à jouer comme rôle, n'est-ce pas? Ce qui faisait que beaucoup étaient opposés à mes prises de position, etc. C'est-à-dire qu'on vous a envoyé des politiques au sein de l'institution pour les récompenser ou bien? Non, pas forcément. C'est la loi qui était imparfaite, n'est-ce pas? La loi, c'était les représentants, par exemple, si on avait dit un spécialiste du droit des enfants, ce serait plus commode qu'un représentant, n'est-ce pas, du ministère des Affaires sociales. Vous voyez? Donc, la formulation dans la loi
n'est-ce pas, la loi qui porte fonctionnement, organisation de l'INIDH, la loi avait des insuffisances. Et ensuite, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps, on ne pourra pas rentrer dans les détails, mais ensuite, il y avait, en plus de la question des ressources humaines, il y avait la question de la loi. N'est-ce pas? Certaines insuffisances. Est-ce que vous ne suivez pas de pression à l'époque? Parce que quand même, beaucoup d'eau a coulé sur le pont, parce qu'il semblerait que on vous appelait pour voilà, vous donner des instructions en tant que président, notamment de l'institution. Est-ce qu'il y avait cette indépendance? Non, pour être honnête, sincèrement, je n'ai jamais reçu d'appel pour avoir des instructions. Si j'ai subissais des pressions, c'était à l'interne. Mes propres collaborateurs qui exerçaient des pressions parce que qui pensaient qu'à cause de mes prises de position, on ne pouvait pas avoir de moyens. Et donc, la pression, c'était interne. Mais je n'ai jamais reçu un coup de fil ou une mission du président ou d'une autre autorité, comme un ministre, etc. Non, ce n'est jamais arrivé, sincèrement. Mais ce que je dois préciser, c'est le manque plutôt de collaboration, n'est-ce pas, des autres institutions. Vous voyez, par exemple, moi, à un moment donné, j'avais beaucoup de violations et j'ai insisté pour avoir une commission indépendante d'enquête. Une commission qui serait formée de l'INIDH, de l'Assemblée nationale, de la police, de la gendarmerie, de la justice, etc. Mais je ne l'ai jamais obtenu. J'ai écrit à l'Assemblée nationale, j'ai écrit au groupe parlementaire, j'ai écrit, mais très peu ont répondu. Et donc, ce manque de collaboration empêchait l'INIDH de produire des résultats et réduisait l'institution à une simple institution de dénonciation. Oui, figurante. Oui, ça ne devait pas, la dénonciation ne devait pas être notre travail. C'est à nous que les dénonciations devaient parvenir et la collaboration avec les autres institutions devait nous permettre de produire les résultats pour les victimes. Mais à défaut de cette possibilité, nous étions réduits, à défaut de ne pas exister, parce que nous avions le choix entre ne pas exister ou alors faire de la figuration, être des dénonciateurs, n'est-ce pas? Donc nous avons choisi de dénoncer puisqu'on n'a pas la possibilité de produire des résultats. C'est vrai quand même qu'il y a quelques acquis, comme l'a dit notamment en ce qui concerne notamment la volonté pour l'ancrage d'un état de droit en Guinée. Il y a la nouvelle constitution, la mise en place de quelques institutions. Mais l'élément déclencheur aujourd'hui qui a fait que tout ceci a été remis en cause en Guinée, c'est un peu ce débat autour du troisième mandat, du changement de la constitution. Est-ce qu'on peut dire qu'il a manqué à la Guinée les personnes, c'est que l'engagement politique dans l'ancrage de l'état de droit, ou bien ce sont ceux qui ont été nommés à la tête des institutions qui n'ont pas pu jouer leur rôle, M. Diallo? Je pense les deux à la fois. Docteur vient de le dire, par rapport au manque de ressources humaines, je pense que cela est symptomatique de beaucoup de domaines, pour ne pas dire dans tous les domaines en République de Guinée. Je m'en vais donner un autre exemple. Quand on s'est intéressé aux relations civilo-militaires, avec toutes les conséquences lors des manifestations sociopolitiques de ce pays, c'est-à-dire la gestion, pour emprunter un mot nouveau maintenant, la gestion démocratique des foules. C'est-à-dire, je vais parler des principes de maintien d'ordre. Lors de la vulgarisation de comment on appelle, de la réquisition, on se rendit compte, les principes de maintien d'ordre, on se rendit compte, vous savez, quand on parle de manifestation, c'est important de le dire en République de Guinée, avec toutes les violations des droits de l'homme y afférentes, c'est qu'il y a trois acteurs principaux. Il y a le comité d'organisation, y compris les manifestations. Il y a l'autorité civile, qui est représentée ici par les autorités locales, c'est-à-dire le maire par endroit les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, quand il n'y avait pas ces élus-là, qui doivent jouer le rôle qui doivent réquisitionner les forces de défense et de sécurité avec des mandats clairs dans le principe de maintien. La protection des... Et il y a les forces de défense, il y a les forces de sécurité qui doivent maintenir l'ordre. En principe, l'élu doit être sur le champ pour donner le ton. Vous voyez? Et on se rendit compte que beaucoup des élus locaux, même l'autorité civile, donc, n'avaient même pas les notions
comment on appelle, de ces mandats-là. Oui. De ces mandats-là. Vous voyez? En fait, donc, alors que c'est ils autorisent des manifestations et ils ne savent pas à quoi ça implique. Pour donner un exemple concret, quand il y a une manifestation projetée par une structure quelconque dans une commune donnée, c'est le maire, en principe, qui est habilité à réquisitionner les forces de l'ordre. Et quand vous vous rendez compte que le maire même ne savait pas ce qu'on appelle une réquisition, vous voyez, ça pose problème. Ouais. Alors que lui-même, il doit être présent sur le lieu. Vous voyez, donc ça, c'est un autre problème. De l'autre côté, même à un moment donné, on nous a remonté des informations qu'il y avait des juges avant l'élection, avant la réforme engagée par M. Sako, il faut même le dire, ça aussi qui est une réforme courageuse quand même, qui était une avancée, c'est que c'est la définition des tortures, le nouveau code de procédure, code pénal et de procédure pénale, parce qu'on en reviendra. Vous savez, la Guinée, vous l'avez souligné à un moment donné, a ratifié beaucoup de choses, mais interné cela. On me fait signe qu'on est acculé par le temps par rapport notamment à la pause. Il faut dire que nous reviendrons dans cette émission avec mes invités qui sont aujourd'hui sur ce plateau avec moi, entre autres, M. Mamadi Kaba, président de la Ligue pour le droit et la démocratie en Afrique, mais également M. Mamadi Kali Diallo, Mamadou Kali Diallo, je rappelle qu'il est membre de l'ONG Bayounette Intelligente. On marque la pause. On revient dans cette émission pour continuer cette émission sur la responsabilité et le rôle des acteurs de la société civile pour l'ancrage d'un état de droit en Guinée. De retour dans cette émission consacrée essentiellement au rôle de responsabilité de la société civile guinéenne dans le cadre notamment de l'ancrage d'un état de droit en Guinée. Alors on parlait notamment de ce qui n'a pas marché. Est-ce des institutions, les gens qui ont été nommés à la tête de ces institutions, ou c'est la volonté politique? Parce que quand même Alpha Condé, quand même, dans ce sens, il a eu assez de courage en ce qui concerne l'installation des institutions qu'on pouvait estimer indépendantes. Oui, donc je le dis juste pour appuyer un peu ce que le docteur a dit, le manque de ressources humaines en République de Guinée, dans les compétences, dans ses compétences. Maintenant, de l'autre côté, des réformes courageuses, oui, la réforme des forces de défense et de sécurité, elle n'est pas parfaite. Mais quand même, pour une première fois, on a dit, les événements de janvier et février, vous avez commencé par cela, à l'introduction. Nous étions là, des jeunes très ambiants qui aspirions à un changement. Au 8 novembre, il n'y avait que des chars, il y avait les bérets rouges. Donc c'est l'armée qui jouait, alors que l'armée n'est pas habilitée à maintenir l'ordre. Pour un exemple concret, l'armée a affaire avec un ennemi. Et vous avez vu les événements du 28 septembre. L'armée est venue encercler les manifestants, alors que ce sont des citoyens qui sont là. Ce ne sont pas des ennemis qui sont venus détruire la Guinée. Il y a la réforme des forces. Il y a cette réforme. Il y a également la réforme au niveau du système judiciaire également. Oui, il y a la définition claire de la torture. Donc, alors, la Guinée selon vous, à ramasser, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que, comme l'a dit Obama, ce n'est pas des institutions qu'il faut à l'Afrique, mais plutôt, c'est bon, ce n'est pas des hommes forts à l'Afrique qu'il faut pour là, mais plutôt des institutions fortes. Mais en Guinée, on a eu des institutions, on a un président qui avait la volonté, et de surcroît notamment qui est professeur de droit. Par où ça manquait, cette volonté? Pas toutes les institutions. Hein. Je rappelle que jusqu'à présent, la Haute Cour de justice... et vous savez que la mise en place de ces institutions ne peut être, ne serait-ce que de phase dissuasive. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, je disais... Mais elle n'a eu aucun effet sur l'ancrage notamment de l'état de droit en Guinée. C'est ça le paradoxe. Oui, vous savez, quand le docteur a soulevé la problématique des ressources humaines, moi je pense que ça pose beaucoup d'autres problèmes encore. Parce qu'il y a ce manque de courage, il y a la responsabilité morale, il y a l'intégrité. Donc des gens, ils s'apprêtent à des postes, et même s'ils savent des pertinents... mais regardez, aujourd'hui, la justice guinéenne, est automatiquement, elle est décriée par rapport à beaucoup de décisions de justice. Hier, on disait que la justice n'a pas les moyens, ainsi de suite. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, quand même, il y a le statut particulier de magistrat. C'est une autre avancée. Mais est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans les verdicts, les décisions judiciaires? Est-ce que ça a est-ce que ça a renforcé le climat de confiance par des actes concrets entre les justiciables et la justice? Je dis non. La question est posée. Alors, je reviens à vous, M. Kaba, pour un peu prendre l'aspect politique. Parce qu'il faut dire quand même que la chose la plus plausible qu'on peut mesurer aujourd'hui de l'ancrage de l'état de droit et de respect de nos textes, c'est un peu le changement de la Constitution et ce mandat de plus. Parce que sur la question du non troisième mandat ou mandat de la Première République, ça, je ne rentre pas dans ce débat. Est-ce qu'on peut dire que ce troisième mandat était en quelque sorte notamment l'expression d'une certaine incapacité
des acteurs de la société civile à faire notamment respecter la constitution qui était pourtant issue après une très longue lutte, parce que ce verrouillage dont on brandit souvent comme des acquis a été déverrouillé à cette période-là. Est-ce qu'on ne peut pas dire également que la faute était plutôt aux responsables des acteurs de la société civile que notamment les acteurs politiques? Non, je ne pense pas que les acteurs de la société civile soient responsables de quoi que ce soit. Non, mais c'est eux, c'est vous qui devez veiller à ce que le contenu oui, de mais nos textes avec quels soit moyens et quel pouvoir Ah, vous oui. voyez, il ne faut pas qu'on se leurre. La société civile guinéenne est l'une des plus pauvres d'Afrique. Et imaginez, dans tous les pays voisins, les ONG, n'est-ce pas, reçoivent des soutiens des hommes d'affaires, des citoyens nantis, etc. Parce que les citoyens comprennent l'importance de la société, des organisations de la société civile. En Guinée, non, personne n'en veut pratiquement. Ni le pouvoir, ni les hommes d'affaires, ni etc. Donc il n'y a personne qui soutient le développement à part les projets qui financent. Et pourtant, c'est elle qui était notamment la principale actrice de tout ceci. Très bien, parce que 2006-2007, ce oui, sont les mais n'oubliez pas, qui... le CNOSC, qui était l'organisation fêtière en ce moment, avec les Rabia Toussera, les Ben Sekou Sila, avait été mise en place, n'est-ce pas, par le CNOSC a été créé par Ben Sekou Sila, n'est-ce pas, avec la complicité de M. Sidia Touré, qui était Premier ministre. Donc, eux, venant de la Côte d'Ivoire, etc., connaissant l'évolution de la démocratie dans d'autres pays, ont pesé de tout leur poids pour renforcer la société civile en ce moment-là. Et si vous vous souvenez, n'est-ce pas, beaucoup d'efforts a été fait d'ici là pour détruire pratiquement les organisations de la société civile. Donc aujourd'hui, vous avez des organisations sans moyens, des organisations sans soutien, n'est-ce pas, et à qui on demande, n'est-ce pas, de jouer le rôle qui est le leur. Ça, c'est très difficile. Je vais vous expliquer. La Guinée n'est pas comparable à beaucoup de pays voisins. La Guinée est victime de sa propre histoire. M. Diallo l'a rappelé tout de suite, n'est-ce pas? La Guinée est un pays où la pensée unique a été cultivée et développée pendant longtemps. Le parti unique avec son impact sur les mentalités, n'est-ce pas? Et vous voyez, depuis lors jusqu'à présent, c'est pourquoi j'ai salué, quand le président Alpha Condé a dit qu'il va renvoyer tous ceux qui ont plus de 8 ans à un poste, la sédentarisation, la cristallisation des cadres, n'est-ce pas, nous a amené à tourner en rond. C'est pratiquement les mêmes cadres et leurs enfants qui font pratiquement la même chose depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Quand vous prenez les cadres les plus influents du système Alpha Condé, ils ont été repêchés dans le système Conté. Or, le général Lansana Conté, son système, n'est-ce pas, les membres les plus influents de son système ont été pigés dans la révolution. Ouais. Donc, vous voyez, il y a eu une transmission généalogique, de père en fils, de père en fils, de copain à coquin. Du même clan, en fait. Du même clan. Ouais. Et c'est le même qui gouverne, le même système qui nous gouverne, avec les mêmes personnes. Ouais. Et vous voyez, la RDC avait pratiquement la même situation quand Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il a voulu briser par la force et le système l'a tué en utilisant son propre fils. N'est-ce pas? Donc le système s'est endurci, ce qui me rend inquiet quant à l'avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de système. On va revenir notamment sur l'avenir là. Alors il faut ramener désormais la question notamment du respect des droits de l'homme dans l'actualité. Il faut rappeler quand même que le collectif des avocats guinéens de la défense de Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba, Abdoulaye Ba, Etienne Soropogui et si ont décidé de suspendre leur participation à la procédure pour, disent-ils, n'est pas cautionner une parodie de justice. Le pool d'avocats français
des mêmes opposants au troisième mandat a mis la balle très haute en portant plainte contre la Guinée devant la Cour de la justice de la CEDEAO. Alors, d'abord, sur cette arrestation, c'est vrai que ça, c'est un peu les conséquences du troisième mandat, parce qu'on sait quand même qu'il y a eu plus de 400 quelques morts arrêtés. Non, je parle du double scrutin jusqu'à l'élection présidentielle. Les victimes qu'on a enregistrées, on parle d'une centaine de personnes notamment qui ont perdu la vue. Il y a également des cas d'arrestation, 400 quelques arrêtés, des personnes anonymes, mais les plus en vue, ce sont les acteurs politiques. Alors, après le recul, aujourd'hui, que dites-vous de cette détention prolongée de ces cadres de l'opposition et pourquoi pas de ces personnes anonymes et de cette plainte qui est annoncée au niveau de la CEDEAO? Bon, d'abord, il faut dire que dans un État démocratique, c'est que chaque citoyen est justiciable. Ça, c'est clair. Mais il faudrait que ce principe soit impartial et que ça s'applique, qu'il n'y ait pas de Guinéens au-dessous ou alors au-dessus de la loi. Malheureusement, je constate un fonctionnement de la justice parfois à double vitesse ou une célérité quand il s'agit de citoyens qui ne sont pas du camp du régime. Et cela continue à creuser le fossé, cette crise de confiance entre la justice et les justiciables, malheureusement, avec toutes les conséquences sociales. Aujourd'hui, disons que c'est un principe universel pour que chaque citoyen reproché d'une infraction quelconque bénéficie ce qu'on appelle à la fois le principe de présomption d'innocence, mais aussi un procès juste et équitable. Et ce procès juste et équitable est tout un processus, c'est-à-dire c'est du début à la fin. Ça y va de l'interpellation, de l'audition et jusqu'à l'épuisement de toutes les voies de recours. Et vous avez souligné que non seulement ces détenus-là, à un moment donné, ils ont été victimes de violations de leurs droits, tel que on a vu le collectif se plaindre même qu'à un moment donné, on l'a interdit d'accès à leurs clients, ce qui n'est pas normal. Oui. Et il faut le rappeler, la prison ne doit pas être utilisée pour faire mal. C'est une sanction. D'ailleurs, par endroits, vous voyez des centres de détention même avec des capacités d'apprentissage de métier. Parce qu'encore une fois, il faut mettre en avant à tout moment, à tout lieu, le respect de la dignité de la personne, le respect de la personne humaine. On n'envoie pas des citoyens en prison pour les détruire, mais plutôt pour les sanctionner. C'est des mesures disciplinaires. Pour les parfaire. Et en principe, le droit qui est violé, c'est le droit d'aller et de venir. C'est ça, c'est la privation du droit d'aller et de venir. Sinon, ils ont droit à une visite, ils ont droit à la santé, ils ont droit au sport, ils ont droit au bain de soleil, et ainsi de suite. Et de nos jours, on parle même de l'humanisation dans la détention. Je donne un exemple concret. Vous avez vu aujourd'hui, tous les activistes des droits de l'homme, les ONG et même les Nations Unies sont contre pour la peine capitale. Parce qu'on donne le citoyen toujours une chance. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous prenez la Guinée, la peine maximale, c'est la prison à perpétuité. Mais il y a une remise de peine. C'est-à-dire le plus grand criminel condamné à une peine de perpétuité, on dit, bon, après 30 ans, vous ne pouvez pas bénéficier d'une remise de peine. Imaginez quelqu'un, un jeune de 30 ans par exemple, un citoyen de 30 ans, condamné à perpétuité. Après 30 ans, il aura quel âge? 60 ans. Vous pensez que si un tel citoyen bénéficie d'une remise de peine, on a l'impression qu'il ne sortira pas perpétuer ces mêmes exactions, mais plutôt il va chercher à parfaire. Vous voyez, donc il faut mettre en avant le respect de la personne humaine, en tout moment et en tous les cas. Malheureusement, cette saisine, écoutez, c'est dans l'ordre normal. Ça renvoie à quoi? Parce que non seulement à l'interne des avocats qui semblent se retirer, pour dire, voilà, ne pas cautionner cette parodie de justice, mais en même temps, sur le plan sur-régional, il y a également cette saison. Non, c'est dans l'ordre normal des choses. Vous savez qu'en matière de droits de l'homme, il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de mécanismes et beaucoup de voies de recours. Aujourd'hui, c'est la Cour de la justice de la CEDEAO, bien entendu, c'est l'État qui est attaqué là-bas. Et c'est vrai, mais si bien, encore une fois, si l'État est condamné, ça renvoie une mauvaise image, même si parfois, il y a cette décision. Même le fait que ça soit saisi là-bas, ça montre qu'à l'interne, nous avons un appareil judiciaire
défaillant. Voilà, et c'est vrai. Oui. Donc ça c'est une autre image, c'est une autre lecture. Maintenant, il y a toujours des voies de recours quand vous prenez les rapporteurs spéciaux des droits de l'homme aux Nations Unies ou le Conseil de sécurité. Alors, donc encore une fois, c'est pour toujours attirer, parce que vous savez le problème, on l'a dit, nous sortons des systèmes où on prend les activistes des droits de l'homme, surtout la société civile, qui doivent jouer le rôle de contre-pouvoir et non contre le pouvoir, comme étant des ennemis du pouvoir. Et ça, c'est un problème. On reviendra sur la question. Alors M. Kaba, sur la question notamment de ces détenus politiques, c'est vrai qu'il y a eu assez de débats, notamment assez d'initiatives, mais il y a quand même ce qui a retenu l'attention du grand public, c'est un peu la position tranchante du président Alpha Condé sur la notion de prisonnier politique. Il dit qu'en Guinée, il n'y a pas de prisonniers politiques. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous regardez l'évolution de ce dossier, de ces détenus politiques-là, même si pour le chef de l'État, ce n'est pas des détenus, mais quand même, nous, on sait que c'est des gens qui sont arrêtés parce qu'ils se sont opposés au troisième mandat. Et en plus, que dites-vous notamment de ces plaintes annoncées au niveau de la Cour de la CEDEAO? Bon, M. Kali vient de dépeindre un peu la situation. Vous voyez, le mal de la justice guinéenne est très, très, très profond, n'est-ce pas? Et il est historique. Il est historique. Depuis toujours, il n'y a pas eu d'effort pour la réforme de la justice. Maintenant qu'on est dans la réforme, n'est-ce pas? Le mal, il est en profondeur. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. En Guinée, depuis toujours, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la police scientifique n'a jamais eu les moyens, n'est-ce pas? Tous les moyens scientifiques, les moyens financiers, les moyens matériels, n'est-ce pas? Pour mener des investigations dignes du nom. En Guinée, le seul moyen, ou le moyen principal pour la justice, n'est-ce pas, d'établir la culpabilité d'une personne, c'est l'aveu. C'est amener la personne elle-même à reconnaître qu'elle est le coupable de telle ou telle infraction. Et parfois, des moyens durs sont utilisés pour les contraindre à avouer leur culpabilité. Maintenant, n'est-ce pas, quand on prend des gens et on veut établir leur culpabilité, tant qu'ils n'ont pas avoué leur culpabilité, la justice n'a pas beaucoup de moyens, n'est-ce pas, pour établir, rétablir les faits et amener les personnes. Oui. Malheureusement, on est pris par le temps. On va partir à la pause avant de revenir dans cette émission pour la troisième partie dernière de ce numéro de Starcom consacré essentiellement sur la question des droits de l'homme en Guinée. Et on va revenir sur celui tout à l'heure, M. Mamadi Kaba, mais ça sera juste après cette courte pause. De retour dans cette émission. Alors, on va continuer avec vous, M. Kaba. Sur notamment la question de ces détenus, vous parlez notamment de preuves. Bon, je vais aller très rapidement. Vous voyez, quand le mal il est très profond, alors quand des leaders politiques sont arrêtés, parfois c'est sur dénonciation, sur information, services secrets, etc., etc. Vous prenez les gens de façon préventive, n'est-ce pas? Parce qu'on vous a dit qu'ils veulent faire ça. Oui. Donc vous vous précipitez de peur de subir ça et ça, vous vous précipitez, vous les prenez. Mais une fois qu'ils sont entre vos mains, vous devez les juger. Mais vous ne pouvez pas les juger sur la base d'informations que vous avez reçues. Ouais. Vous devez avoir des éléments de preuve pour les juger. Et ce sont ces éléments-là qu'il est difficile d'avoir. Alors si l'État n'a pas ces éléments, l'État se trouve coincé. Parce que les informations sur la base desquelles il a procédé aux arrestations, ces informations ne suffisent pas pour tenir un procès. Les éléments de preuve qu'il faut pour tenir un procès, c'est difficile de les avoir à cause du fait que des services, la police scientifique ne fonctionne pas et n'a pas les moyens de fonctionnement. Ça fait souvent que l'État est pris dans un piège, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il faut faire notamment vis-à-vis de ça? Ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, c'est mettre les gens en liberté conditionnelle, jusqu'à ce que l'État leur permette de rentrer dans leur famille, de vivre dans leur famille,
pendant que l'État continue à rechercher les éléments de preuve sur la base desquels les gens vont être jugés. Mais sinon, on va se retrouver dans une situation très, très, très compliquée. Vous voyez, les conditions de détention, des lieux de détention faits pour 700 personnes aujourd'hui. 300 personnes, 300, vous avez 1500 personnes. 1500. Et c'est un peu partout dans le pays. Alors, avec les maladies qui nous assaillent, on a coronavirus dans le monde entier, y compris en Guinée, qui est d'ailleurs en hausse. On a Ebola, qui a fait sa réapparition. On ne sait pas jusqu'où il va aller. Nous avons d'autres difficultés. Maintenant, si on continue de maintenir les gens en détention, nous faisons de la détention la règle, ce qui n'est pas normal. On doit faire de la détention une exception. La liberté est la règle. C'est-à-dire, quand vous avez des personnes en détention, ils ont droit à un procès juste et équitable. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens d'organiser le procès le plus vite possible, n'est-ce pas, il faut permettre aux gens de rejoindre leur domicile pendant qu'on se prépare à organiser un procès digne du nom, et cela va prendre tout le temps nécessaire. Cette plainte annoncée contre l'État guinéen au niveau de la cour de la CEDEAO, qu'est-ce que ça vous inspire? Non, bon, tous les citoyens sont libres. Quand vous êtes avocat, vous avez recours à toutes les juridictions qui peuvent permettre que les droits de vos clients soient rétablis dans leurs droits. Donc, personnellement, je n'ai aucun commentaire sur la question parce que je sais que c'est du droit, n'est-ce pas? C'est même du devoir. Ce n'est pas la première saisine, mais sauf que ça n'aboutit à rien. Oui, mais en Afrique aussi, l'Afrique, c'est ça. Voilà. La Cour pénale internationale était à la trousse d'Omar el-Béchir, qui n'a jamais été, les chefs d'État africains n'ont jamais accepté qu'il soit transmis à la Cour pour jugement. La Côte d'Ivoire a été condamnée par une juridiction africaine, mais la Côte d'Ivoire ne s'est jamais pliée aux décisions c'est comme ça que l'Afrique aussi fonctionne. Nous avons notre histoire, nous avons nos réalités, mais bon, il faut continuer de se battre, d'améliorer les conditions d'exercice de nos juridictions. Peut-être qu'on va y arriver. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, que sur la question des droits de l'homme, aujourd'hui, pose problème. On a parlé des institutions qui ne sont pas presque fonctionnelles parce qu'il y a un problème de ressources humaines et de moyens. On a parlé également du manque de volonté politique en Guinée. Alors aujourd'hui, il y a cette question qui se pose. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que cette société civile-là, comme elle a été des années 2000, puisse renaître de ses cendres? Parce qu'aujourd'hui, l'exemple du Sénégal avec ce qui s'est passé lors des manifestations contre l'arrestation de Sonko, rien que 2 à 3 manifestations, le pouvoir sénégalais a abdigué vis-à-vis notamment de la société civile, mais en Guinée, voilà, il n'y a pas assez de considération. L'État fait ce qu'il veut en termes de décision. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette société civile guinéenne puisse renaître de ses cendres si voilà, elle a disparu? Il faut lui donner les moyens. Non, bon, les moyens, il faut avoir également vos propres stratégies pour qu'il ait les moyens. Les stratégies existent. Oui, mais bon, ben, nous sommes en Guinée. Si le pays, on sait qu'il n'y a pas de moyens, mais c'est à vous d'être voilà, créatif et imaginatif pour qu'il ait des moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'imagination ne suffit pas. D'accord. Disons, il y a la question de moyens. Et moi, je dirais aussi, il y a la question de vulgarisation du texte. Il y a même d'union qui pose problème aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Nous avons affaire avec une société civile guinéenne qui est largement divisée. Chacun cherche à... Oui, mais c'est tous les pays. Hein. Vous savez... Il n'y a jamais un pays où l'intérêt des citoyens est pratiquement mis de côté. Non, pas du tout. Ouais. L'intérêt du citoyen est insuffisamment défendu à cause de l'insuffisance des moyens. Sinon, je vais vous dire, il n'y a pas beaucoup de pays voisins à la Guinée qui ont plus d'experts dans la société civile comme en Guinée. Les Guinéens, nous apportons notre expertise dans beaucoup de pays africains pour que les gens fonctionnent normalement. Mais nous-mêmes n'arrivons pas à atteindre les objectifs qui nous sont assignés à cause de l'absence des moyens. Je vais vous dire. Ici, tout près au Mali, vous avez beaucoup d'organisations où ce sont les ressortissants maliens à l'étranger qui cotisent et qui soutiennent le fonctionnement des organisations de la société civile. Le Sénégal, c'est la même chose, etc., etc. Mais en Guinée, si les ressortissants guinéens à l'étranger cotisent, c'est pour envoyer à leur parti politique. Oui.
Mais si tous les efforts sont focalisés sur les partis politiques, alors qu'il y a des domaines d'action, des stratégies que les partis politiques ne peuvent pas mettre en œuvre. Ce sont les organisations de la société civile qui sont neutres, qui doivent mettre les stratégies en place pour que les résultats en faveur de l'ancrage démocratique soient produits. Alors il faut que les gens prennent conscience. Je vous ai dit, la Guinée est victime de son histoire. Bien. Tout le monde pense qu'il faut un pouvoir, fort, un pouvoir très fort. Diallo, même l'opposition est mal acceptée. Monsieur Diallo, sur la question. Oui, sur la question. Oui, je vais rajouter quand même, il est prévu dans les textes. Non, mais il ne faut pas transformer ce plateau en un plaidoirie, parce que moi, je me dis, il faut que vous ayez, vous aussi, vos propres initiatives. Parce que si vous ne vous respectez pas et que vous demandez à chaque fois qu'il n'y a pas de moins, l'État continuera à surfer sur ça. Mais vous voulez que les gens... Attendez, je vais répondre. C'est ça. On n'a pas... Non, il ne faut pas aussi... Non, attendez. Ouais. La norme supérieure dans une république pour l'ancrage démocratique, c'est la Constitution. Ouais. Et vous avez vu combien de fois les forces se sont réunies dans le cadre de la défense de la Constitution guinéenne, parce que beaucoup... Ça n'a pas abouti. D'accord. Attendez, non. J'ai envie de dire, il y a un rapport de force. Il y a un rapport de force. Quand un État, quand une république, où on a évoqué le principe de, comme on appelle, le principe où chaque citoyen, y compris même les institutions, doivent donner force à la loi, il y a eu un arrêt de la Cour suprême, par exemple, où l'État guinéen s'est fait rebelle. C'est le cas de l'arrêt rendu dans le cadre de l'installation des élus locaux. Oui, et vous savez combien de fois c'est important en principe dans une localité donnée. Les conseils régionaux qui devaient être mis en place, c'est eux qui doivent valider, comme on appelle, les plans d'action de mairie. Qui doivent s'occuper du développement local des populations. Et si vous voulez que tout soit politique et vous laissez, et parfois même si ça ne vous arrange pas, vous mettez la loi de côté, ça devient... Alors qu'est-ce qu'il faut faire ensuite, pour qu'on valorise ces acteurs? Parce qu'aujourd'hui, vous avez largement disparu du terrain. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a la société civile, je suis d'accord avec vous, avec beaucoup de faiblesse. Par ce manque de moyens et par le refus de l'État, parce que je veux dire que la loi guinéenne... Il y a aussi le manque de sincérité. Certains ils prennent la société civile comme étant un passage, c'est qu'on vient, on fait un temps, un tremplin. Voilà, vous savez, c'est une question de conviction. Et ça, c'est tous les pays. C'est une question de conviction. Si vous n'avez pas, à un moment donné, vous vous dites que, écoutez, quand même, vous avez, comme on appelle, une question, encore une fois, une question de conviction, de responsabilité morale et autres. Mais certains, puisque l'État lui-même refuse d'accorder des subventions et autres, vous avez, comme on appelle, besoin de moins de subsistance pour vivre. Encore une fois, c'est une question de conviction. C'est pour des principes et des valeurs. Donc, ce que vous venez de dire, mais encore une fois, ça, c'est l'exception. On a vu des sociétés civiles qui ont tenu. Je suis d'accord avec vous. La société civile guinéenne doit même aller vers comme une sorte des états généraux de la justice guinéenne. Pour évaluer. Les états généraux de la société civile guinéenne s'imposent. Pour évaluer ce qui a marché et se projeter pour l'avenir. Mais encore une fois, n'occultez pas quand le docteur vous parle des questions de moyens dans ce cadre-là. On est d'accord. Écoutez, par exemple, je donne un exemple. Ce n'est pas parce que la DSVBI dont j'appartiens, depuis 2007, nous travaillons en République de Guinée dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits. En aucun cas, on a demandé l'État guinéen. Parce qu'on est financé par une ONG allemande. Mais vous pensez faire un atelier où vous avez tous les représentants venus de toutes les préfectures de la Guinée, combien ça fonctionne? Quand vous envisagez de faire une tournée sur l'ensemble du territoire de format de vulgarisation de textes, vous pensez combien ça coûte? Vous voyez? Donc, encore une fois, on ne peut pas le faire effectivement sans qu'il y ait ces moyens-là. Le cadre légal, le cadre juridique doit exister. L'accompagnement de l'État doit se faire. Encore une fois, l'État même doit avoir, doit avoir la lecture que ces ONG doivent exister pour l'ancrage démocratique. Et ça doit être des contre-pouvoirs. Ce ne sont pas contre le pouvoir. Et tant qu'on n'arrivera pas à cela, on ne va pas parler d'une véritable démocratie, d'un véritable État de droit. Alors, M. Kaba, sur la question, parce que moi, quand même, je me dis qu'aujourd'hui, les acteurs politiques semblent se servir du peuple de Guinée. S'il y a une entité sur laquelle on pouvait miser, c'est un peu vous, les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme. Mais aujourd'hui encore, avec ce qui se passe depuis la question de troisième mandat,
il y a eu la société civile pro-pouvoir, il y a eu une société civile pro-opposition, il y a celle qui est jugée également neutre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour voilà, tourner cette page négative? Ce qu'il faut faire, il faut que le peuple de Guinée, que les populations comprennent que c'est à elles de soutenir les organisations de la société civile qui doivent être au milieu entre le pouvoir et l'opposition, qui doivent empêcher les confrontations. Sauf qu'il y a une crise de confiance entre la société civile mais la et confiance, la ça se population. construit. Oui. S'il y a une crise de confiance entre le pouvoir et l'opposition, c'est comme ça qu'il faut entre dire. les acteurs de la société civile et même la population. Non, il y a je une ne crise crois de pas. confiance. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je n'ai jamais ressenti cette crise de confiance personnellement avec la population. Non, je n'ai jamais ressenti cette crise de confiance. La crise de confiance existe entre le pouvoir et l'opposition. La crise de confiance existe entre les institutions d'État et les populations et victimes. C'est comme ça qu'il faut situer le problème. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que le peuple de Guinée doit se réveiller de son sommeil et travailler à redynamiser le secteur de la société civile, à faire en sorte qu'il y ait une société civile neutre, indépendante, qui joue pleinement son rôle à rapprocher les populations et les pouvoirs publics, à rapprocher l'opposition et le pouvoir, à empêcher les confrontations, à améliorer l'exercice des libertés publiques, à consolider la démocratie et l'état de droit. Il y a beaucoup de segments pour lesquels les partis politiques sont pratiquement inutiles. Ce sont les organisations en général de la société civile et en particulier les organisations des droits de l'homme qui doivent travailler à atteindre ces objectifs. Maintenant, affaiblies, ces organisations ne jouant plus correctement leur jeu, l'espace est ouvert pour la confrontation. Et l'avenir va nous donner raison. Vous allez voir, tout va se régler par la force. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire pour affronter le pouvoir et atténuer son ardeur. Il n'y a pas d'intermédiaire pour affronter l'opposition et atténuer son ardeur. Donc, il y a les deux partis qui se font face avec tant d'ardeur que la confrontation risque d'être inévitable à l'avenir. C'est pourquoi je pense que nous avons tous intérêt, y compris le pouvoir et l'opposition, à redynamiser le secteur de la défense des droits de l'homme afin de permettre que certains problèmes soient réglés. Il y a beaucoup de préoccupations. Quand elles sont réglées, ça permet à l'opposition d'être renforcée, d'éviter beaucoup de choses qu'elle ne doit pas faire. Ça empêche aussi le pouvoir d'utiliser la force là où il n'y en faut pas, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'il y ait ces intermédiaires-là qui soient neutres, qui soient forts et qui soient indépendants. Alors, M. Kali, sur l'aspect solution, selon vous également, qu'est-ce que vous, acteurs de la société civile, vous devrez faire aujourd'hui pour, c'est pas, recoller les morceaux? Parce que quand même, il faut dire qu'aujourd'hui, on semble être un pays sans voix, parce que ce dont nous avons confié nos voix ne nous défend plus dans les instances de la République, mais ceux vers lesquels on semble être notamment égalitaire, notamment la société civile également, semble être... parce que, voilà, aujourd'hui, il y a quand même des acteurs de la société civile qui, quand ils parlent, rien que par leur discours, on peut carrément les classer. Ils sont de quel camp? Sincèrement. Non, mais c'est une évidence. D'accord. Ça, c'est une évidence. D'accord. Voilà. C'est bon de taper dire... sur le politique, mais j'aime dire que parfois, il y a des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, sincèrement, qui refusent de remettre la carte. Ils ont des cartes des partis politiques. D'accord, d'accord. Bon, même si je dis d'accord, n'ayant pas... Mais là encore, c'est la faute des partis politiques. Écoutez, je veux Non, mais dire ceci. les partis politiques sont issus de la société civile. Non. C'est ça le Le problème. symbole, Appartiennent à la Il société faudrait pas civile. que le symbole appartiennent. Oui, mais il ne faudrait pas que les partis politiques soient les dicteurs. C'est ceux qui dictent Non, mais parce que... le fonctionnement politique de Je la vais vous Guinée. dire. C'est parce que la société civile guinéenne est faible. Non. Au Sénégal, ce n'est pas la politique qui dit. Voyez un peu. Non, Le non. Mali également. Voyez un peu. On a vu le mouvement M5. Les partis politiques sénégalais, n'est-ce pas, par exemple, ont beaucoup de soutien pour la société civile. À beaucoup d'égards, ils interpellent la société civile pour dire ça, c'est pas de notre responsabilité, c'est vous. Mais ici en Guinée, soit vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Il n'y a pas de société civile. Oui. Ce n'est pas le pouvoir seul. Hein. Ouais. C'est aussi une bonne partie de l'opposition qui ne veut pas du tout de société civile. Si vous travaillez bien,
moi je veux que vous soyez avec moi, ou le pouvoir aussi veut que vous soyez avec lui. Personne ne veut que vous restiez au milieu. Et vous en savez quelque chose, hein, notamment vos dernières sorties. Voilà, hein, je on vous a veux déjà classé dans les camps. Non, on est habitué à ça. Voilà. C'est que Martin Luther King, qui est, disons, l'apôtre de ce combat-là, dans le cadre Des droits civiques, nous a dit que ça, c'est un processus. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un idéal. Vous ne serez jamais satisfait. Pour preuve, quand tu l'as obtenu, l'amendement pour la reconnaissance et la jouissance des droits civiques des Noirs, quand on lui a demandé s'il est satisfait, il dit non, je ne serai jamais satisfait. Tant que la justice ne coulera pas comme l'eau du ciel. Et je pense que l'affaire de George Floyd nous a donné, lui a donné raison. Ouais. C'est-à-dire le noir qui n'était pas considéré même comme une personne, un citoyen qui n'avait pas le droit de s'asseoir dans le même bus, la même place avec un blanc, avec tout ce que vous savez, il obtient de 27 millions de... 27 millions de dollars. Ça, c'est pour comme dommage, indemnité, oui. Oui, comme dommage et intérêt. Parce que c'est un citoyen qui a été victime de façon injuste, et la vie humaine est sacrée. Si on faisait ça en Guinée... Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de... Dans ce même sens, je dis... Je suis d'accord avec vous que la société civile guinéenne, à un certain égard, doit se remettre en cause. Mais cela, pourtant, ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé et l'eau du bébé. Doit se remettre en cause ou doit se prendre au sérieux? Non, doit se remettre en cause. Au sérieux. D'accord. Les deux à la fois. Voilà. Les deux à la fois. Justement. Parce que moi, je me dis... la conviction qui avait animé, le départ dont beaucoup se sont inspirés, les événements de janvier et février 2007, il y avait une société civile forte, crédible. En Guinée, Et c'est vrai. À un moment donné, vous savez qu'il y a quand même, je pense qu'on l'a dit, la position partisane. Or, les principes doivent être les principes d'impartialité. Maintenant, c'est là le problème. Parce que la société, disons, l'environnement sociopolitique guinéen, veut que si vous êtes impartial, c'est que vous n'apportez pas. Il faut appartenir à un camp ou l'autre pour obtenir son... C'est-à-dire ce n'est pas un combat pour le respect des valeurs et des principes. C'est-à-dire, je suis du camp de la mouvance, même si je viole la loi, accompagnez-moi pour que vous bénéficiez les avantages et les privilèges. En fait, si je suis de l'opposition... L'esprit du partage du gâteau. Et c'est vrai. Donc ça, il faudrait que les uns et les autres se remettent en cause, disent, écoutez, on ne peut pas aller vers la construction d'un véritable état de droit où chaque citoyen sera protégé tant qu'on n'aura pas des organisations de défense des droits de l'homme fortes. Et pour qu'elles soient fortes, il faut les accompagner. Exactement. Il faudrait qu'il y ait les moyens. L'État a pris des garanties depuis des années. Promouvoir et protéger les droits de l'homme. Vous voyez, mettre en œuvre au niveau de la législation même pour que ces libertés, ces droits de l'homme s'exercent sans entrave, ainsi de suite. Et puis à ratifier tout ce qui est promotion et protection des droits de l'homme. On est champion de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pacte international relatif aux droits civils et politiques, charte africaine des droits de l'homme, convention internationale contre la torture, tout. Et on va jusqu'à dire en Guinée que la personne humaine et sa dignité sont sacrées. Et l'État a le devoir de les protéger, de les respecter et de les protéger. Je pense qu'on va quand même revenir sur ce débat parce que voilà, parfois il est bon un peu de tancher les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, parce qu'à chaque fois on tire à boulet rouge sur les acteurs politiques de Guinée, mais c'était quand même très intéressant parce qu'il faut également rappeler un peu toutes ces difficultés auxquelles les gens font face, parce que si on n'en parle pas, les gens ne vont pas comprendre dans quelles conditions également travaillent les acteurs de la société civile de Guinée. Mais comme on est suivi sur la télé du 21e siècle, on espère que vos voix seront entendues notamment par les Guinéens. Vous n'avez pas lancé l'appel. Oui, non, ça c'est à la fin. Alors, lancez leur appel. Alors, c'est important. Ça se transforme en SOS. Donc, très vite. Vous avez compris, à l'image notamment des autres pays comme le Sénégal, le Mali, ceux qui ont du cœur, il faut également penser à ces acteurs de la société civile également, qui continuent de fonctionner en Guinée malgré l'absence de toutes ces fonctions et pourquoi pas d'accompagnement de l'État. Même une loi de protection. Même une loi de protection également n'est pas en vigueur. Donc vous voyez, c'est quand même difficile pour eux de fonctionner, mais malgré tout quand même, ils continuent le combat en termes notamment de défendre les droits en Guinée. Alors on arrive à la fin de ce numéro, M. Kaba. Tout le plaisir est pour moi de vous recevoir dans cette émission. J'espère que ce n'est pas une
dernière. Voilà, merci d'être passé. Merci beaucoup, merci. Alors, Monsieur Kali également, merci d'être passé dans cette émission. Aujourd'hui, voilà, on est largement, voilà, droit de l'homme. Une journée, question de droit de l'homme sur Salle 21 TV. Vous êtes bien servi, sincèrement. Oui, merci de m'avoir invité et surtout vivement le respect des droits de l'homme pour que vive la paix, l'unité et l'harmonie. Bien, vous l'avez compris, c'était cette émission consacrée essentiellement sur le rôle et la responsabilité des acteurs de la société civile pour l'ancrage de l'état de droit en Guinée. On arrive à la fin de cette émission. Merci pour votre aimable attention. Surtout, ne quittez pas sur cette télé, car le meilleur reste à venir. Restez scotchés sur la télé du 21e siècle, la télé de référence en Guinée. Au revoir.